C'est bon? Ok, parfait. Ben, bonsoir à tout le monde. Et merci d'être venu, parce que là, pour cette fois, c'est vraiment pour moi que vous êtes venu. Ou en tout cas pour le sujet. Euh, donc on va pouvoir attaquer, voir effectivement les différentes versions de Java, et voir comment on peut, alors j'étais resté poli, remplacer son JDK, mais l'idée c'est de pouvoir le mettre au placard. Alors, qui je suis, c'est plutôt quand je suis ailleurs, vous me connaissez. Je travaille dans une société de service à Bordeaux, à Mérignac plus exactement. Bordeaux Jug, leader, vous me voyez toutes les sessions. Je fais normalement l'ouverture et je remercie Laurent qui a pris le relais ce soir brillamment. Et sinon, vous avez mon handle Twitter et mon compte GitHub si j'ai dépose des trucs, certains démons. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le JDK 8 qu'on veut, qu'on souhaite mettre au placard. Voilà, on va voir, moi si on arrive, hein, peut-être ou peut-être pas. Il est sorti en 2014. Donc, qui dit 2014, c'est-à-dire que maintenant, ça fait 5 ans qu'on y est. Et j'ai fait une petite rétrospective en disant, mais sur la première version du JDK, donc le JDK 1.0, mais ça fait 96, dans les années 96, 80, oui, qu'il est sorti. Alors par rapport à ça, on va dire, mais au niveau des montées de version du JDK 1, on a globalement un petit peu l'habitude en disant, ben, on a fait le 1.2, on a fait le 1.3, le 1.4, le 5, le 6, le 7. On a fait le 8. On était plutôt content sur le 8. Et puis après, on a à l'heure actuelle un petit peu tendance à stagner sur le 8. Voir des versions qui sortent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, ben, effectivement, à partir au-delà du 8, ben, il y a la donne qui a changé. Et quand je dis que la donne a changé, c'est pour ces 3 raisons. Première raison, c'est que derrière, il y a Java 9 avec le fameux projet Jigsaw qui intervient sur la modularité au niveau de Java. On a le changement de licence au niveau d'Oracle, où là on commence plus forcément à comprendre est-ce que je peux ou pas utiliser, avec énormément de questions de dire est-ce que Java est encore gratuit? Pas sûr. Et un nouveau calendrier de sortie, puisqu'effectivement on a pu voir que ça s'accélère. Alors naturellement j'ai fait dans un ordre, je vais faire la présentation dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par le nouveau calendrier de sortie. Le nouveau calendrier de sortie. Donc avant de voir Mark Reynolds, donc je vous disais que le JDK 1, on était en 96. Donc au niveau de 96, je n'ai pas fait tous les JDK, on fait la suite, mais on avait un rythme en disant je prends le 5 on était en 2004, le 6 en 2006, tous les 5 ans plus tard le 7, bon, on a vu qu'il y avait un petit peu plus du mal puisqu'on est passé en 2011, 14, donc on voyait qu'on avait globalement une petite habitude de dire ben, globalement, entre les versions, on attend de voir venir. Ouais. Il y a une nouvelle version, on ne va pas forcément se jeter dessus. Ouais. On va laisser d'autres personnes se faire la main, et puis on aura des retours d'expérience, on aura des éléments intéressants, et puis une fois qu'on a fin de vie vraiment de notre version qu'on utilise, on envisagera de monter. Donc on était plutôt un rythme plan-plan de ce côté-là. Et c'est là où la donne a changé, c'est-à-dire qu'on a des cadences de sortie beaucoup plus rapides. Si je prends après la 8, la 9 est sortie en 2017, la 10 en mars 2018, la 11 en septembre 2018, la 12 en mars 2019. On sait que la 13 elle va sortir en septembre, on aura la 13, qu'en mars de l'année prochaine, on aura la 14. Et donc on commence effectivement à avoir une accélération et se dire, mais attends, ce que j'avais l'habitude de faire et de gérer tranquillement mes versions, mes montées de versions, je vais effectivement me retrouver en disant mais qu'est-ce que je fais faire avec toutes ces versions? Tous les 6 mois, je vais devoir réapprendre un Java où il va falloir que je fasse une montée de version, ce qui était potentiellement pas forcément neutre. Avec ces numéros de version, en plus, il y a, décidément on veut le voir, mais on verra plus tard. Si je vais bien descendre? Non, je vais pas descendre. Ah oui, c'est parce que je suis... D'accord. Hop, j'y vais pas. Voilà, c'était cette diapo que je voulais. C'est la notion de LTS. Quelque chose qui n'existait pas avant, on avait une version. Et là, en réalité, ils nous disent, alors les versions, on va vous les sortir tous les 6 mois, une nouvelle version, pour éviter le phénomène de dire, ah mais la version n'est pas prête, on va la repousser, etc. Ils se sont dit, non, on va faire bloquer les... Bon, c'est pas grave, on va bloquer les versions pour sortir tous les 6 mois. Et l'idée, c'est de dire, mais si la version, la fonctionnalité est prête, elle est dans la version, si elle n'est pas prête, elle sort.
Donc l'avantage, c'est que ça évite, par rapport à ce qu'on a pu subir à un JDK 8 ou à un JDK 9, où ça a été repoussé d'1 an ou 2 ans par rapport à des problématiques de retard, parce qu'il y avait certaines fonctionnalités qui n'étaient pas prêtes. Mais là, ils sont plutôt dans l'optique de dire, on va plutôt annoncer un calendrier de sortie, et puis on va rajouter les fonctionnalités, et si les fonctionnalités elles sont pas prêtes, on les sort, puis on pourra les planifier pour la version suivante. Donc c'est cette logique-là au niveau de la cadence. Donc vraiment pour avoir des sorties qui sont effectivement programmées et prévisibles. Donc on sait pertinemment ce qu'on va avoir, et on peut aller jusqu'au JDK 17, Java 17 avec les dates qui sont fixées. Ces versions LTS, après, ça veut dire, mais s'il y en a énormément de versions, on va pas pouvoir faire du support sur l'ensemble des versions qui va être intervenir. Donc il n'y aura que certaines versions qui seront ce qu'on appelle des versions LTS. Et donc on retrouve dans les LTS le Java 8, ça tombe bien, c'est là où on est, et c'est le Java 11 qui est la dernière version LTS. Donc c'est-à-dire que c'est cette version-là qui va permettre d'avoir un long support. C'est-à-dire que si je prends la 9 ou la 10, je vais avoir plus de support sur ces versions-là. C'est-à-dire que globalement, on va revoir sur un tableau, mais je vais avoir plus de support qu'à venir. Donc l'objectif, c'est globalement, et si je reprends sur les versions LTS, donc allant en support, et si je me dis, je fais des changements que sur des versions LTS, ben on se retrouve qu'on est sur le même RINT qu'avant, une version tous les 3 ans. Et donc en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que au niveau d'Oracle, alors là c'est Mark Reynolds, tout le monde sait qui c'est Mark Reynolds ou pas? Hein, c'est l'architecte en chef au niveau de la JVM. Et en réalité, ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'on a mis en place, vous avez le choix. On a un mode de cadencement et on a mis en place pour que vous puissiez avoir le choix. Et donc là, c'était ce qu'il avait fait au FOSDEM, et il a repris la même analogie à Devoxx France en mai, où en réalité on a le choix en disant, alors je ne me rappelle plus les couleurs, il faudrait que je relise, oui, le bleu c'est soit je prends la bleue, je prends que des versions LTS, et ça veut dire que potentiellement je migre, comme je migrais avant, tous les 3 ans, parce qu'il y aura une version LTS tous les 3 ans. Ou seconde possibilité, j'ai la possibilité de pouvoir mettre à jour plus rapidement mon infrastructure qu'on peut avoir. Donc par rapport à ça, on pense facilement, si on a une infrastructure qui correspond à une infrastructure dans le cloud, avec de l'intégration continue, avec Docker ou avec des systèmes équivalents, effectivement leur mise à jour est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de pouvoir suivre les évolutions. Donc en réalité, ce nouveau mode de fonctionnement de cadence nous donne le choix. Et c'est peut-être ça qu'on n'avait pas l'habitude au niveau de Java, c'est d'avoir le choix. Alors ce qui est bien, c'est quand on n'a pas le choix, on subit. Mais quand on a le choix, il faut effectivement choisir. Et donc après, ça va dépendre des cas et de votre mode de fonctionnement. Ce qu'on peut effectivement s'attendre, c'est que si on a des gros organismes qui ont plutôt des grosses structures, qui va demander des phases de validation pour pouvoir migrer sur telle version, on va effectivement plutôt s'orienter sur des versions LTS. Inversement, si on est plutôt dans un mode startup avec Docker, du cloud à fond, on va se dire, mais globalement, je vais pouvoir prendre, dès qu'il y a une nouvelle version, prendre la dernière version et pouvoir profiter tout de suite des fonctionnalités. Donc ça aussi, c'est un des intérêts qu'on peut avoir, c'est-à-dire que avant, si je prends les JDK 9, c'est un exemple très intéressant, c'est que toutes les fonctionnalités du JDK 9, à partir du moment où, par rapport à Gexo, il y a été un décalage de 6 mois pour que les éditeurs puissent se remettre d'accord et valider la solution qui était retenue. Toutes les fonctionnalités qui étaient prêtes, eh ben on ne les avait pas. Il n'y avait pas la grosse fonctionnalité phare de la version. La version, on l'a décalée. Point barre. Là, l'idée, vu qu'on est sur des sorties timeboxées, on va effectivement systématiquement, les fonctionnalités qui sont prêtes, on les aura. Donc il y aura moins de frustration en disant mais j'ai cette fonctionnalité qui est prête, que je sais qu'elle est prête, qui manque plus que la sortir, et d'attendre de dire quand c'est qu'elle arrive, on va avoir effectivement cette information. Donc ça c'est intéressant. Donc le côté de sortie c'est intéressant, ça vous fait poser des questions, mais c'est potentiellement intéressant. Alors les licences maintenant.
Parce qu'après, on parle de support. Là, j'avais commencé à parler de LTS, support, etc. Est-ce que c'est un peu gratuit ou pas gratuit? Ce qui intervient aussi, c'est qu'on se retrouve que Oracle dit, voilà, maintenant, je fournis les JDK. Alors, je n'en fournis pas un, mais deux. Il y a l'Oracle JDK, qu'on connaissait et qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et puis, on a l'Oracle Open JDK. Et donc, en réalité, ceux qui ont travaillé, et ça on aura l'occasion de voir sur les différentes fonctionnalités, c'est que on avait jusqu'à présent l'OpenJDK et JDK, on avait vraiment l'OpenJDK qui était un projet qui servait, et le JDK qui était légèrement différent, ouais, qui était différent, et que globalement on avait dire ben, soit je peux utiliser, j'avais la possibilité d'utiliser l'Oracle JDK ou l'OpenJDK, et que globalement on se disait ben là on va avoir plutôt prendre l'Oracle JDK qu'on peut se retrouver parce que je sais que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de souci derrière. Là, de ce côté-là, ils ont changé le mode de licence. Donc effectivement pour l'Oracle JDK. Mais par rapport à ce changement de licence, ils ont aussi accompagné en disant on fait deux versions, l'Oracle JDK et l'Oracle Open JDK. Et pour expliquer au niveau de licence, rien de tel qu'un bon petit tableau. Alors vous avez donc en vert, c'est les versions du Oracle Open JDK. Et en blanc, vous avez l'Oracle JDK. Donc c'est là où qu'intervient le changement au niveau de licence. Alors, le changement de licence, j'en reviens tout à l'heure. L'Open JDK, l'objectif, c'est de dire j'en fournis l'Open JDK, tant que la version est en cours, on fournit le support. C'est-à-dire que quand la sortie en 9, tant qu'il n'y a pas la 10 n'est pas sortie, il y a du support du Oracle JDK 9. Dès qu'on se retrouve à avoir la 10 qui est sortie, il n'y a plus de support et c'est ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, ils arrêtent le support pour pouvoir dire ben, nous on supporte la nouvelle version. Après, donc ça c'est pour dire ben, globalement, chaque fois tous les 6 mois, c'est la nouvelle version qui va être supportée. Après, qu'est-ce qui est de quid des versions LTS, puisqu'on a vu qu'il y a deux types, des versions classiques et des versions LTS. Ben, sur les versions LTS, ils disent ben, quand on va sortir les versions de licence LTS, on va faire du support, mais c'est le support associé, c'est du support payant qu'on va avoir. Donc c'est là qu'on va se retrouver à avoir un décalage qui va être associé et qu'on n'avait pas forcément l'habitude. C'est de dire mais si je vais prendre au niveau de LTS, au niveau de l'Oracle OpenJDK, on va devoir avoir une licence derrière. Ok? Mais en revanche, il y a un travail qui a été fait pour justement faire en sorte que l'Oracle JDK se retrouve avec des éléments équivalents à OpenJDK. C'est d'avoir de plus de différences entre le JDK d'Oracle et l'OpenJDK. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus forcément la nécessité ou la facilité de se dire je prends l'Oracle, le JDK d'Oracle parce qu'il fonctionne bien et je sais que je n'ai pas de souci derrière. Étant donné qu'il y a un mode de licence qui est associé, qui est différent, si on prend des versions ou qui passent derrière et qui passent en version en mode LTS, à ce moment-là, il faudra effectivement passer par des licences. Donc c'est ça qu'on va retrouver différent par rapport à avant, c'est que là, avant, on avait un côté où c'était, on avait l'habitude que tout était gratuit, et puis à un moment donné, ils disaient bah, fin de support public. Là, au niveau d'Oracle, l'Oracle JDK devient payant. Donc c'est d'ailleurs qu'il est important de savoir quel JDK on utilise. Parce qu'il va falloir prendre en compte. Si je prends l'OpenJDK, lui, donc le Oracle OpenJDK, tous les 6 mois, ouais, il va être gratuit, mais chaque fois, tous les 6 mois, il va falloir changer. Donc si vous êtes dans un mode, on va dire justement l'équivalence en disant ben, je prends les nouvelles versions quand elles sont disponibles, mais arrêtez, si vous avez du Java gratuitement, sans aucun souci derrière. D'accord? Par contre, ça c'est le positionnement par rapport à Oracle. Mais il y a d'autres fournisseurs de JDK. Et donc c'est là que qu'on va intervenir sur le Java est-il gratuit ou pas? Oui,
le Java reste gratuit, mais éventuellement, c'est avec d'autres JDK. C'est-à-dire qu'on va se rentrer sur un modèle où avant, on prenait systématiquement l'Oracle JDK et on n'avait pas de souci. Alors que là, le Oracle JDK, c'est sous ce licence. Et donc, il va se dire, la réflexion, ça va être de dire, on va plutôt se baser sur de l'OpenJDK. Et après, on va choisir le fournisseur d'OpenJDK qui amène du support. Donc, par rapport à ça, alors du support, oui. Donc, on va voir tout à l'heure, je vous présenterai différents différents éditeurs qui amènent du support. C'est-à-dire que Oracle ne va plus faire du support. Donc, si je reviens ici, si je prends sur la version LTS, si je prends ici, donc à partir, là c'était la 11, si je prends l'Oracle JDK 11, c'est payant. Il faut que je prenne la licence. Si je prends l'Oracle JDK, si je prends l'Oracle OpenJDK, alors effectivement ça veut dire que c'est gratuit, mais dès que la 12 sort, il va falloir, je ne vais plus avoir de support. D'accord ? Donc c'est là que ça intervient en disant, mais c'est le mode de fonctionnement au niveau de licence, au niveau d'Oracle. Mais après, se dire, c'est le niveau de licence, on va très souvent, qui est plutôt assez classique dans le monde informatique, et qui était plutôt une particularité dans le monde Java, d'avoir des versions et un éditeur qui supporte. Donc là, ça va permettre de faire rentrer en jeu d'autres contributeurs. Et on aura l'occasion de voir qu'il y a d'autres solutions qui émergent, qui vont nous permettre d'avoir notre JDK à disposition. Cette histoire de Oracle JDK, Oracle OpenJDK, c'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais. Alors, pour revenir par rapport à ça, le but c'est de déterminer l'origine du JDK, et pour déterminer c'est très simple, il suffit de faire un Java-version. Donc si vous avez un doute sur vous avez un JDK qui est installé, vous avez un doute en disant mais au fait c'est quel JDK qui est installé, vous faites tout simplement un version qui va vous indiquer si c'est donc du Java TMSE, donc là on est sur du Oracle JDK, si on est sur du OpenJDK, là c'est avec les licences qui sont associées. D'accord? Ok. Ensuite, il y avait un point, je vais remonter ce schéma-là. Bon, sur les anciennes versions, on est bien d'accord que sur les anciennes versions, il n'y a plus de release gratuite. Donc, il n'y a plus de release gratuite, donc forcément, c'était que les sociétés qui pouvaient payer, qui peuvent avoir éventuellement du support. Voilà. Si une entreprise qui a une application qui fonctionne sur un JDK 6, elle peut toujours payer Oracle pour avoir des licences, pour pouvoir avoir des mises à jour sur le JDK 6. Donc potentiellement, c'est que ça remet en place systématiquement et cadré. Et de dire qu'au niveau de la position d'Oracle, c'est qu'on fait l'effort pour les versions actuelles, pour les versions en cours, et puis après, sinon, pour le support étendu, on est en mode entreprise, donc c'est-à-dire qu'on fait supporter par l'ensemble de la communauté, associés. Mais qu'ils ont changé aussi la licence qui va permettre de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer sur de l'OpenJDK. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a Oracle qui va contribuer, il y a du Red Hat qui va contribuer, il y a d'autres sociétés qui vont contribuer derrière. Je reviens ici, c'est qu'il y a quand même une particularité par rapport au JDK 8. C'est qu'au niveau du JDK 8, ils ont dit on va faire le changement de licence au niveau du JDK 8. Qui correspondait en disant mais c'est une fin de support. On avait l'habitude de dire c'est une fin de support, je ne peux plus le télécharger. Là, ils se retrouvent que sur la version 8, ils ne sont pas encore en mode, vu que la version existante, ils ne sont pas le nouveau système que je vous ai indiqué, mais ils ont changé le système de licence pour le 8. Donc ce qui veut dire que la JDK 8 a changé de licence et se retrouve avec une licence payante dans le cadre que vous utilisez un JDK Oracle. Ce qui veut dire que si vous utilisez une version 212 d'Oracle, c'est une version payante. Et la particularité, c'est que vous allez pouvoir, sur le site d'Oracle, de pouvoir les télécharger, et vous aurez la même question que d'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec les licences? Oui. Donc vous êtes d'accord pour payer la mise à jour associée. D'accord? Donc c'est là où pour faire c'est particulier au niveau du JDK 8
Et ce qui n'est pas si neutre, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a encore des applications 8. Je suis sûr que ce n'est pas lundi que vous allez tout casser pour mettre du 11. Donc il y a encore du 8. Faites attention sur ce point-là. C'est sur ce modèle-là de licence qui est associé. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez le Oracle JDK, ben, potentiellement vous avez la dernière, c'était la 211, qui était celle de janvier, et qui est la dernière que vous pouvez télécharger gratuitement. Au-delà, il faut passer au pot. Parce que là c'est mis, alors public non commercial, ça correspond globalement à nous, le développeur qui faisons du code pour des applications qui fonctionnent. Globalement, c'est pour dire que c'est que les utilisateurs finaux qui ont le JDK gratuit. Oui. Ah. Ah. Merci pour la précision. Et effectivement, j'ai pas trop l'habitude de mon Windows. C'est ça. Alors justement, on va voir ce que on a vu l'origine et ce qui est à notre disposition. Je ne retrouve plus. Pourquoi je peux pas descendre plus? Bon. Bon, c'est pas grave. Alors, je retrouve pas mes petits. Alors, ce qui est pas grave au niveau des licences, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire que potentiellement rien n'est perdu de ce côté-là. On peut parfaitement avoir le choix de pouvoir changer d'éditeur. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple sous Linux, vous avez votre distribution qui va apporter du support. Si vous avez, il va y avoir d'autres sociétés qui vont intervenir et qui vont pouvoir apporter des versions gratuites au niveau du support. Donc c'est là où on a le point à se poser la question en disant il y a encore le Java et encore gratuit. C'est juste au niveau de Oracle qu'ils ont changé au niveau du mode de fonction. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a un truc. Ok. Ouais. Tout. Ah oui, c'est ça. Je retrouve. J'ai dû changer et j'aurais pas dû changer. Ok. Donc, on a vu les changements. On avait dit que les données étaient changées. On a vu les cadences. On a vu la question des licences. Et on a vu aussi un autre point qui est le projet Jigsaw. Parce que par rapport au projet Jigsaw et l'arrivée de Java 9, qui a fait beaucoup de bruit, mis à part le retard, le fait que les éditeurs Oracle, IBM, Red Hat, ils n'étaient pas d'accord sur ce qui était mis en œuvre, sur des librairies qui ne fonctionnaient pas. Ce projet Jigsaw se retrouve en disant, voilà, c'est d'apporter, alors c'était une vieille chimère au niveau du monde de Java, c'est d'apporter l'encapsulation forte au sein de la JVM. Et ce qu'a fait Oracle, ils l'ont fait, cette partie modulaire. Et ils ont aussi, et ce qui fait mal, donc là c'est la partie modulaire du JDK, le code source, bon s'ils veulent le mettre en modulaire tant mieux, le runtime très bien, mais ce qui fait un petit peu plus du mal, c'est les deux derniers. Encapsuler des API internes. Vous savez, les API internes du JDK que personne ne devrait utiliser, que malheureusement il y a des personnes qui l'utilisent, et éventuellement certaines librairies qu'on aime bien, qui pourraient avoir accès à certaines fonctionnalités qu'on ne pourrait pas, passent par ces API. Et avec le JDK 9 et avec le fait de dire mais si on encapsule, on protège, ben on va rencontrer sur des programmes qui ne fonctionnent plus. Et puis ils ont apporté en disant mais ce qu'on a fait pour le JDK, on va l'apporter au niveau des applications, c'est-à-dire que les applications vont pouvoir faire leur module. Et donc là c'est très intéressant puisque si je prends un Java 9, ça ressemble à ça. Donc vous avez le Java SE, donc vous avez globalement deux familles Java SE avec les différents composants pour faire du SQL, le XML, le logging. Vous avez quelques briques Java EI qui apparaît ici. Et donc ça c'est déjà un travail très intéressant qu'on fait au niveau d'Oracle pour faire en sorte de faire ce schéma-là. Il y avait Marc Renault qui avait ressorti le schéma initial, c'était un plat de spaghettis. Vous avez tout qui était n'importe quoi, il y avait, c'était on tirait sur un élément et on avait tout qui venait quoi. On avait un gros paquet, c'était le JDK
poser. Donc là, ils ont vraiment fait un effort en disant, voilà, sur l'état, on va faire des modules, on va faire des dépendances claires, et on voit que c'est plutôt assez propre, même qu'au niveau de ce côté-là. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais, donc, et par rapport à ça, sur les modules, donc avec les questions d'import-export qu'on peut s'attendre sur un système de modularisation, qu'on peut le faire au niveau application, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes de modules, c'est-à-dire qu'il y a à comprendre, à faire fonctionner et à s'assurer que est-ce que toutes mes applications, toutes mes dépendances je l'utilise. Par rapport à ça, je dirais qu'une seule phrase. Le ClassPath n'est pas mort et il n'est pas prêt de mourir. Donc sur cette histoire de module, on aura l'occasion d'y revenir et ça va peut-être venir. Mais à l'heure actuelle, il y a tellement encore de changements par rapport à des librairies que toutes les dépendances qu'on pourrait utiliser pour dire, mais avant de se jeter dessus, on ne va pas arriver à faire des programmes. Si je fais mon programme, on comprend bien, je fais mon programme et que j'utilise des librairies qui ne sont pas compatibles avec les modules, je ne vais pas y arriver. Ça ne sert à rien de faire cette course-là. Donc dessus, sur cette histoire de modules, c'est une bonne chose pour la plateforme Java, mais pour que ça soit pris en compte par nous au niveau développement, on a le temps de voir. Et par rapport à ça, le bon ClassPath avec j'enfile mes jars derrière, ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas de projet de supprimer ou de discontinuer le ClassPath au niveau de Java. Donc par rapport à ça, je peux parfaitement faire fonctionner mon application Java 9 sous ce modèle. 9 et plus maintenant. D'accord? Donc ça permet de démystifier un petit peu le côté Java 9 et dire, si vous voulez vous intéresser à ce module, allez-y, mais en mode production, vous aurez le temps. Voilà. Et donc les slides que je cherchais tout à l'heure, c'était ici. C'était sur la partie que faire par rapport maintenant qu'on a vu la donne qui a changé. Alors première possibilité, on peut rester en JDK 8. On peut tenir un JDK 8, c'est-à-dire si je prends le JDK d'Oracle, on a vu que la dernière licence, la dernière version c'était la 201 ou une histoire comme ça. Je reste sur cette version-là, je prends la dernière version, je ne bouge plus. Exit les problèmes de sécurité ou des autres. Je reste sur cette version-là et puis quand je ferai la cross-migration, je ferai le Big Bang derrière. Autre possibilité qu'on peut avoir, alors si vous avez la chance d'être sous Unix, effectivement, généralement le distributeur, la distrib va vous fournir des packages et des packages à jour d'OpenJDK. Donc sur l'OpenJDK, si vous prenez sur une Red Hat, Fedora, Debian, vous allez systématiquement avoir les dernières mises à jour qui vont être disponibles gratuitement. Là encore, pas de support, pas de payant. Ouais. Ou si c'est des versions Fedora, Debian, c'est gratuit. Si c'est sur Red Hat, vous avez déjà la licence Red Hat. Donc en réalité, c'est déjà inclus dans la licence du serveur que vous avez. Donc vous n'avez pas de surcoût associé, pour être plus précis. Payer un support éditeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau de l'informatique, j'ai un outil informatique, payer pour avoir un support sur cet outil informatique, c'est pas non plus un mal en soi. Il y a certaines sociétés qui gagnent leur vie comme ça. Donc ça peut être payer un éditeur, que ça soit Oracle, ou il y a d'autres sociétés qui se positionnent, qui sont prêts à faire du support dessus. Construire son JDK. Alors ça peut effectivement faire sourire, mais c'est tout simplement pour dire que avec l'OpenJDK, il y a, et notamment sur le fait que Oracle a fait en sorte que l'OpenJDK, il y a tous les éléments et qu'il n'y a plus de différence entre l'OpenJDK et l'Oracle JDK, que quand vous avez l'OpenJDK, vous avez la même chose que le JDK Oracle. Voilà, j'avais regardé sur l'OpenJDK 11, il n'y avait qu'une liste avec les modifications sur les marques qu'on pouvait avoir qui étaient associées. Mais sinon, contenu fonctionnellement, on a les mêmes fonctionnalités. On n'a pas plus, pas moins, entre un Oracle JDK et un OpenJDK. Et vu que l'OpenJDK, c'est open source, vous pouvez cloner le dépôt. Alors, c'est pas du guide, c'est du Mercurial, mais vous pouvez potentiellement récupérer le code et le compiler. Bon. Après, j'imagine qu'on a quand même un peu autre chose à faire que compiler son JDK, même si potentiellement on peut le faire. En tout cas, la licence nous permet, et c'est bien pour nous montrer que c'est gratuit et que la licence nous permet. Autre élément que je conseille plutôt, c'est effectivement le projet Adopt OpenJDK, et qui est notamment initialement les jugs de Londres,
Et la communauté qui a fédéré autour, qui a décidé de faire justement une plateforme OpenJDK et de pouvoir construire, fabriquer automatiquement des JDK. Donc c'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent le source et le compilent et le met à disposition gratuitement. Il ne faut pas de support. Donc c'est-à-dire qu'après, derrière, il peut faire appel à d'autres sociétés qui font du support derrière, ou que ce soit Red Hat ou d'autres. Mais eux, ils sont là pour dire, toutes les personnes qui font des correctifs, toutes les personnes qui font le correctif, c'est dans le pot commun d'OpenJDK, et eux, ils prennent le source et le compilent. Autre possibilité, c'est de passer à JDK 9 ou 10. Là, je vais être plutôt lapidaire. Personne ne supporte ces versions. Il n'y a aucune bonne raison de pouvoir d'utiliser ces versions-là. Donc globalement, passer sur le 11. Et donc là, lorsqu'on passe sur le 11, si, là encore, une question, décidément, il nous pose plein de questions, ça va être de se dire, quel fournisseur je prends pour mon JDK? Est-ce que je prends de l'Oracle JDK, donc Oracle JDK avec licence, Adopt OpenJDK, c'est ce que j'évoquais. Red Hat, qu'on peut avoir, les distributions Linux. Il y a Azul, il y a même Amazon qui a sorti récemment des distribs pour le JDK. Alors, pour Amazon, une petite parenthèse, c'est qu'à l'heure actuelle, ils font que du JDK 8. Ils ont le projet de mettre du JDK 11, mais pour l'instant, ils sont qu'en 8. Il y a IBM qui propose OpenJ9, qui est leur implémentation, mais qui est aussi libre, et chez Eclipse. Et vous avez SAP et Liberia, alors SAP, on connaît tous, et Liberia qui est notre source sûre, qui propose de dire, de construire pour vous le JDK et de pouvoir apporter du support derrière. Je ne dis pas que tout ça c'est gratuit, hein. On a des gratuits et des payants dedans, hein. Alors après, j'aurais peut-être pu faire des sélections gratuites et sélections payantes qu'on peut avoir. Et après, il y a notamment Azul qui est assez connu pour des problématiques où on a besoin de JVM avec haute performance par rapport à tout ce qui est garbage collector, où eux ils font une distribution avec leur garbage collector en disant nous on a des idées pour faire des garbage collector performants par rapport à certaines problématiques, et donc ils fournissent l'OpenJDK avec leur garbage collector. Donc ils rajoutent une fonctionnalité supplémentaire, ce qui est largement autorisé au niveau de la licence. Voilà, on peut potentiellement rajouter des fonctionnalités. D'accord? Donc là, ça nous permet un petit peu le choix de ce qu'il nous reste à voir. Quand on a fait le choix, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre en place par rapport au support. Si je prends le Java 8, donc ce qui est quand même, donc 2014, ça c'est la date. Fin de support Oracle, ça y est, c'est cuit, hein. C'était janvier. Donc fin de support Oracle gratuit, ça y est, c'est fini. Et donc après, si on prend fin de support sur l'OpenJDK, on est sur du juin 2023. Donc ce qui veut dire que globalement, ils ont quand même dit par rapport à ces changements qu'on va avoir, c'est une période qui est quand même assez longue, hein, justement pour pouvoir que les entreprises puissent s'habituer, se poser les questions, se prendre des décisions et pouvoir les appliquer. Après, effectivement, si je reprends donc ça, sur Java 9, donc Java 9, Java 10, on nous dit qu'on oublie. Alors sur OpenJDK, il n'y avait pas de support. Et puis le 9.10, on voit bien, dès que le 10 est sorti, c'était la fin du 9. Dès que le 11 est sorti, c'était la fin du 10. Hein. Donc on a vraiment le côté, j'ai une nouvelle version, j'ai une fin. Sur la Java 11, on va avoir, ça va être octobre 2024. Si on part sur la 12, on sait que la 12, en septembre prochain, il ne va plus avoir de support derrière. D'accord? Qui va être associé dessus sur les items. Alors ce que je peux préciser et ce que disait Bruno tout à l'heure à l'introduction, c'est qu'effectivement, il y a quelques jours, il y a eu les annonces pour dire que Oracle reprenait la main sur le Java 8 et Java 11 par rapport à toutes les pratiques correctives. Alors, prendre la main, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire qu'ils vont faire les plus gros correctifs, mais qu'ils vont surtout coordonner l'ensemble des correctifs qui peuvent intervenir par les différents interlocuteurs. Red Hat. J'ai dit autre chose? Ah, pardon. Oui, effectivement, c'est Red Hat qui reprend. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu, entre guillemets, une passation de relais entre Oracle
et Red Hat pour que Red Hat puisse prendre le relais. Donc là, donc ça c'est un changement. Alors potentiellement, c'est assez cristallisé sur ce sujet-là, mais sur le JDK 7, c'était exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, il y a Oracle qui a fait la fin de support, et il y a Red Hat qui avait déjà mis en place des équipes pour pouvoir contribuer. Donc c'est quelque chose qu'ils savent faire, qu'ils ont déjà fait, qu'ils l'ont fait pour le JDK 7 et qu'ils vont continuer à le faire pour le JDK 8 et 11. Oui. C'est la fin de support gratuit. C'est la fin de support gratuit. Donc c'est la fin de support gratuit. Là ici, fin de support gratuit Oracle, c'est Oracle Open JDK. C'est pas le JDK d'Oracle. Le JDK d'Oracle, lui, à licence, est payant et ils ont des supports, des termes de support et qui sont à peu près pareils que le Open JDK. Donc là, j'ai pas donné la fin de support d'Oracle payant avec licence. Là, c'est l'Oracle gratuit. Voilà. Mais c'est l'Oracle gratuit, donc c'est avec l'Open JDK. Alors, je vais essayer de... Oui. Les deux, le JDK d'Oracle et OpenJDK. Oui. Donc, Oracle, ce qu'ils disent, c'est qu'ils travaillent sur une nouvelle fonctionnalité. Donc, ils font du support que sur la version courante. Dès que la version courante est terminée, ils font plus de support gratuit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur la branche OpenJDK, ils font plus de support. Par contre, après, ils font du support d'un point de vue payant. Non. Là, c'est la fin de support Oracle au niveau de OpenJDK, donc la version gratuite. C'est parce que, alors, il y a une différence entre Oracle OpenJDK et OpenJDK. C'est-à-dire que quand on précise sur l'autre image précisée dans les slides Oracle OpenJDK, c'est-à-dire que c'est le code OpenJDK qui est produit par Oracle. D'accord? Et c'est ça le changement, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que OpenJDK devienne la base de toutes les distributions. Même Oracle se sert de OpenJDK pour construire son JDK. Voilà. Et après, c'est juste des notions de marque qui vont positionner dessus. D'accord? Ça va? C'est clair? Oui? C'est la communauté. Oui, mais c'est la communauté. Donc c'est la communauté et c'est ce qui a été décidé, c'est que c'est Red Hat qui s'est positionné pour prendre le lead sur les correctifs. Ce qui veut dire que c'est pas Red Hat qui va faire tous les correctifs. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être affectées pour faire des correctifs et ils vont pouvoir avoir d'autres sociétés qui vont faire des correctifs. C'est-à-dire que si les sociétés, par rapport à la distribution qui est faite, c'est ça qui va être aussi intéressant par rapport au changement de licence. C'est que quand les sociétés tierces vont faire des correctifs par rapport à leur support, ils vont reverser ça sur de l'OpenJDK. Oui. Même nous. Oui. On pourrait le prendre et faire une proposition sur l'OpenJDK. Donc après, c'est juste que ce qui change, c'est que là, c'est Red Hat qui va prendre le lead pour pouvoir faire en sorte de pouvoir accepter ou pas les requests de correction ou les requests de la communauté. Mais quand on se retrouve, on va dire que c'est la communauté qui s'organise autour et avec le changement de licence qui a accompagné sur l'OpenJDK
de faire en sorte que tout le monde contribue. Et c'était la position au niveau d'Oracle qui correspondait à dire nous on est à fond par rapport aux nouvelles fonctionnalités au niveau produit et par rapport à du long support étendu, on souhaite que ça soit la communauté qui puisse s'organiser pour pouvoir corriger. C'est tout dans l'OpenJDK. Alors, je ne suis pas encore rentré sur regarder le code du GK. Donc, je pourrais. Oui, mais la question c'est qu'il y a des sources, bon, potentiellement des sources Sun qui en est dans OpenJDK, ça ne serait pas forcément déconnant, mais puisqu'on le reproduit. Mais après, je sais que sur les traitements d'image, il peut avoir certaines particularités. Donc, je pourrais pas m'avancer sur les images et sur l'ensemble. D'autres questions? Non, c'est bon? Alors, maintenant qu'on a vu que la donne a changé et qu'on s'est un petit peu relativisé en disant c'est bon, on retrouve sur un petit... On a effectivement des questions qu'il va falloir répondre. Et là, après, je vais essayer de donner des pistes, mais c'est à vous de les choisir. On va pouvoir bénéficier de dire, mais finalement, quand il y a une nouvelle version, ben, c'est qu'il y a des nouveautés et on va pouvoir se pencher sur ces nouveautés-là. Alors, sur le Java 9, étant donné qu'on était sur un mode ancienne version avec un cycle de release assez long, on a 91 JEP. Alors, les JEP, ce que j'ai indiqué, c'est des propositions d'évolution du JDK. Et donc, c'est-à-dire que quand le JDK évolue, il y a une proposition, il y a une JEP. À chaque proposition, il y a une JEP qui est mise en place. Et que au niveau de la communauté, au niveau du JDK, donc piloté par Oracle, qui décide ou pas si c'est pris en compte avec les buts et non-buts. Donc si je prends le Java 9, on a 91 propositions. Alors on va pas tous les faire, hein, parce que sinon on passerait toute la nuit et même le matin. Donc j'ai essayé de retenir certains pour pouvoir se donner l'idée qu'on peut avoir. Alors le projet JXO, ça on l'a déjà évoqué, donc là, vous avez le JDK 9, vous l'avez. Autre élément qui peut être intéressant, que j'avais mis, donc JXO, oui. C'est le client, il y a un client HTTP 2, donc c'est qu'ils ont fait en sorte de pouvoir inclure un nouveau module. Alors ça j'avais présenté, non, je sais pas le code, non, ah oui, je le verrai plus tard. Donc ça pour éviter d'avoir une librairie externe, d'inclure un vrai client et pas l'URL connexion, donc ça c'est plutôt sympa. Alors sur le 9, il est en incubation, on va voir plus tard qu'il reviendra en version finale. On a le shell, donc un fameux RPL, donc c'est les fameuses loops où on peut rentrer en disant bah, je suis ici sur mon shell et puis après je peux faire mes opérations avec CRthing. Hop. Alors, hop, voilà, je fais ma string, après je pourrais l'afficher, je peux faire des opérations dessus. Alors, sur ce côté-là, au moment de la sortie du Java 9, je trouvais que c'était un petit peu plus folklorique en disant, oui, bon, pourquoi se lancer? Et finalement, ça peut être pas mal. Parce que quand vous avez des doutes sur le mode de fonctionnement, où de temps en temps on avait l'habitude de dire tiens je fais une classe Java, un main, et puis je mets du code, et puis je compile pour exécuter, on va dire mais finalement j'ai mon interpréteur, je peux lancer les commandes, et avec des... Alors là c'est sur une string, donc effectivement c'est assez évident, mais avec il y a de l'autocomplétion qu'on peut retrouver. On a même la partie Javadoc, non parce que là je vais pas le retrouver. Et la partie Javadoc qu'on peut retrouver suivant s'il y en a plusieurs. Donc c'est vrai que pour l'expérimentation, c'est plutôt sympa. Donc on va pas passer du temps dessus. Mais si vous l'avez... Il y en a qui l'ont déjà utilisé ou pas? Oui, ben, je vous invite à vraiment regarder. C'est plutôt assez sympa. Et notamment lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir les tester, pour les retrouver. Autre élément...
C'est la Javadoc. Alors, c'est le truc où dans les projets on se dit la Javadoc. Alors sur la Javadoc, ils ont surtout fait des améliorations. On a enfin une Javadoc qui ressemble, qui est moderne, avec du HTML5. Et alors, hop, si je viens l'ouvrir. Bon, c'est pas grave. Avec donc HTML, bon, vous aurez l'occasion de le voir, avec du HTML5, donc qui est un petit peu plus moderne par rapport à ce qu'on pouvait avoir. Et enfin, un moteur de recherche. Vous savez, c'est le côté, avant, il fallait connaître la classe qu'on voulait chercher. Ah, mais comment ça se retrouve? Donc, on fait. Là, ce qui est quand même un petit peu plus sympa, c'est qu'on a un moteur de recherche dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Autre élément qui peut être sympathique, c'est les connexions factory méthode. Alors, je pense que tout le monde à un moment donné on a écrit en disant tiens, je fais un array list, ces types de lignes de code en disant j'ajoute, je fais une collection, et puis pour avoir ma liste. Ben là, à partir de Java 9, vous avez énormément de méthodes pour les listes, les maps, qui est quand même super sympa à pouvoir à utiliser et saisir. Donc vous allez me dire, c'est exactement la même chose. Hein. Mais au niveau de la lecture du code, c'est quand même un petit peu plus sympathique et plus compact d'écrire le deuxième. Ouais, personnellement, je préfère la deuxième. Vous remarquerez aussi que pour faire exactement pareil, l'équivalence, j'ai utilisé une autre fonctionnalité qui est le collection.unmodifiable list. C'est-à-dire que c'est une liste que j'obtiens ici, cette liste est non mutable. Donc pour les questions de mutabilité et autres, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, la liste que j'ai, elle est non mutable. C'est sur cette liste, je ne peux pas ajouter de nouvel élément. Ou sinon, il faut que j'en fasse une copie. Autre point que je voulais parler, c'est sur la dépression. Le fait qu'une méthode soit dépréciée. Alors je pense que vous avez tous vu ça sous votre IDE. Vu ça, ou vous avez fermé les yeux en disant non, non, il n'y a pas de souci. Ou de ce côté-là, ils ont rajouté un certain nombre d'informations, et notamment, alors le depuis on l'avait, mais le for removal, qui est très intéressant à en tenir compte, puisque c'est donc vrai ou faux. Et si c'est vrai, ça veut dire que ça va être supprimé à la prochaine release majeure, c'est-à-dire à la prochaine LTS, que potentiellement elle va être supprimée. Et donc ça aussi, c'est un phénomène qu'on n'avait pas forcément l'habitude au niveau Java, c'est de côté quelque chose qui peut disparaître. Donc là, ils sont en train de vous dire, c'est déprécié, et c'est déprécié, ça va être ultérieurement, ça va être supprimé. Donc on vous aura prévenu. Vous aurez le temps. C'est pas là ici, c'est si c'est indiqué que c'est déprécié en 9, c'est pas dans le 10 que ça va supprimer. Mais par contre, si je fais en 11, ça pourrait être la méthode pourra être supprimée. La méthode, la classe, l'attribut concerné. Donc là encore, revenir pendant le projet à faire en sorte de manière générale à ne pas avoir de méthode dépréciée. Et surtout pas d'avoir des méthodes dépréciées qui sont for removal à true, puisque sinon ça veut dire que vous saurez pertinemment que vous aurez un coût lors de la mise à jour, lors de la migration de votre projet. Mais d'un autre côté, vous aurez été connu, prévenu. Alors il y a G-Link qui est un nouvel outil qui est venu avec le Java 9 et qui intervient notamment par rapport à la modularité et en lien avec la modularité et au niveau de JXO. Vu qu'on a des modules au niveau du JDK, on va pouvoir faire avec G-Link, en réalité, sur l'application, l'outil va être capable de dire sur telle application, je prends uniquement les modules qui sont nécessaires vis-à-vis de l'application. Donc ça vous permet de faire un JDK plus petit, qui correspond strictement à ce que vous avez besoin. Donc vous vous rappelez la page de tout à l'heure avec tous les différents composants qu'on pouvait avoir. Si par exemple vous avez dans votre application, vous ne faites pas du XML, à ce moment-là, le module XML ne sera pas inclus dans le JDK. Donc ça peut être intéressant parce que si vous faites de l'embarqué, si vous faites du Docker, vous voulez avoir des images les plus petites possibles. Et donc là, ça peut permettre de remettre en course au niveau de Java sur ces types de problématiques-là.
Non. Alors, G-Link, ça va être en ligne de commande. C'est-à-dire, ce qu'il va produire, c'est qu'il va vous produire l'application avec le JDK strict, les modules du JDK que vous avez besoin de votre application. Oui, un GRE uniquement avec les modules qui vous intéressent. Donc après, derrière, vous pouvez fournir votre application avec le module. Donc ça va vous permettre de pouvoir, au lieu de dire je fournis l'application avec un GRE, je fournis mon application avec strictement ce que j'ai besoin pour le faire tourner. D'accord? Donc après, si vous êtes dans un cas où votre application utilise tout le GRE, ben, il y a tout qui s'est pris. Mais si vous êtes dans des problématiques, par exemple embarqué ou autre, ben, si vous faites de l'embarqué, vous n'avez pas besoin de swing. Il y a peu de chances que vous ayez besoin. Ben, là encore, ces classes ne seront pas là. C'est pas à vous de faire l'effort. Et c'est Java qui va via cette commande, qui va pouvoir le prendre en compte. Donc ça c'est intéressant, notamment dans le monde embarqué et au niveau des images Docker, puisque vis-à-vis de Docker, on va avoir une logique de dire ben, on va faire en sorte d'avoir le plus petit JDK. Ouais, le plus petit JRE. Donc pour avoir le plus petit JRE, c'est je supprime le module que j'ai pas besoin. D'accord? Il y en a qui font Docker ou pas dans cette salle? Oui? Alors pour information, c'est notamment une des raisons pour laquelle Oracle nous fournit que des images JDK et pas d'images JRE. Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Vous avez remarqué. Mais avant, quand on récupérait sur le Oracle, on récupérait soit le JDK, soit le JRE pour l'installer. Et on peut se dire, ben, si je fais un Docker, ben, potentiellement, ben, si j'ai besoin de compiler, je prends un JDK. Si j'ai besoin de faire que faire fonctionner, je prends un JRE. Ben, au niveau des Oracle qui sont des images Oracle qui sont fournies par Oracle, ils fournissent que le JDK. Normal, puisque vous avez l'outil pour avoir le JRE qui va bien vis-à-vis de votre application. Et donc forcément, ce qu'ils vont faire, ça va être trop générique par rapport à ce que vous avez besoin sur votre application. Donc pour information, c'est la raison pour laquelle ils fournissent que des images de JDK et pas de JRE. Pour information au niveau de DevOps France, il y avait une démonstration de David Delabassé d'Oracle et justement qui faisait travailler avec Docker et sur G-Link avec des tailles vraiment très intéressantes. Et après, autre élément qui a été introduit dans Java 9, c'est la compilation à runtime. Et donc ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'il faut qu'on puisse avancer. Mais c'est des approches qui vont permettre d'avoir des outils comme GraphVM qui existent à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire que quand déjà ils étaient en train de faire le 9, ils avaient une vision quand même assez claire par rapport à des opérations et qu'ils ont préparé le terrain. Voilà, donc ça c'était pour le 9. Il y en a plein d'autres, hein, donc je vous laisserai découvrir. C'est quelques-unes que j'ai retenues. Sur le 10, alors sur le 10, effectivement, on est cette fois-ci sur le nouveau mode. Donc ce qui est le nouveau mode, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 6 mois entre deux. Donc un des avantages, c'est que forcément la liste est beaucoup plus petite. Là, c'est pas les meilleurs morceaux, c'est tout ce qui est dans Java 10, qui est associé dans Java 10. Donc effectivement, mais ce qui est normal par rapport à une version qui a mis 4 ans pour sortir et une version qui a mis 6 mois, c'est normal qu'il y ait un écart qui est assez intéressant. Ce qu'on peut remarquer, c'est le côté time release, donc c'est justement ce que j'ai expliqué par rapport au calendrier de sortie. Et le nommage sur mars, septembre, les versions LTS. Et puis un autre aspect qui peut être sympathique, c'est les variables locales, l'afférence de type sur les variables locales. Ben, c'est le côté, alors c'est ce que j'ai utilisé, alors ce qu'on peut utiliser, c'est le fameux var. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai écrit ma chaîne de caractères, j'ai écrit string str est égal. Alors que maintenant, on va pouvoir dire, j'ai mon entier. Ah oui, mais il faut. Ah oui, si je fais un var int. Voilà. Donc j'ai indiqué, j'ai plus besoin d'impréciser le type, c'est lui qui va inférer. Alors là, c'est ce que j'ai fait au niveau avec l'inventaire de commande, mais c'est ce qu'on va retrouver au niveau de votre IDE. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de marquer, de préfixer avec vos variables. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que des fois, surtout avec
certaines patterns builder ou avec des API Fluent, où en réalité on appelle des méthodes, et on a un côté de dire mais finalement j'appelle les méthodes et c'est qu'à la fin que je sais ce que j'aurai concrètement. Ben là potentiellement je dis je mets var et puis après je sais fonctionnement en code et c'est le compilateur qui va se débrouiller tout seul. Donc ça fait des petites fonctionnalités qui sont sympathiques. C'est pas ça qui va révolutionner Java, mais c'est là encore c'est des petites aides qu'on va pouvoir retrouver. Ce qu'on va avoir, autre point, alors ce qui était dans le 9, je n'ai pas rentré forcément dans le détail, mais c'est notamment ce G1 qui était... alors, tout le monde connaît G1, le garbage collector G1 ou pas? Ça vous parle ou pas? Donc au niveau des garbage collector, il y a G1 qui a été travaillé à partir de la 8 et qui en 9 est devenu le garbage collector par défaut. Donc après l'ancien, après il y a toujours les anciens que vous pouvez activer, mais par défaut vous êtes sur du G1. Donc après vous allez voir qu'en réalité sur les nouvelles versions entre le 9, le 10, le 11, qu'en réalité on va avoir des améliorations sur ce garbage collector. Donc là par exemple ils ont fait le parallèle full GC pour faire en sorte que quand il y a la fragmentation que ça puisse être fait en parallèle. Qu'on peut avoir. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Alors sur la 11, on a le HTTP client. Ben, c'est le HTTP client qui, je vous ai évoqué sur la version 9, que là cette fois-ci il est venu en version finale. Alors par contre ça amène aussi un autre point qui est intéressant, c'est qu'ils sont au niveau du fonctionnement permis de se permettre de mettre des fonctionnalités en incubation pour dire on vous fait des propositions et dans l'objectif de pouvoir effectivement avoir un retour de la communauté. Alors après on peut se dire mais c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'ils font du travail, que c'est pas sec et qu'ils le fournissent. De l'autre côté ils disent que c'est en incubation et ça permet que les personnes qui sont motivées, qui sont intéressées vont permettre de pouvoir tester dans leur cas, voir leur mode de fonctionnement et éventuellement revenir vers Oracle pour dire tiens, leur donner du feedback pour faire des changements ou des améliorations associées. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'au niveau du process, ça amène beaucoup plus d'échanges et que de communication, de collaboration entre les différents acteurs. Ce qu'on va retrouver, c'est le Java File Recorder. Alors ça, ici, c'est pour pouvoir faire notamment gestion de debug sur la JVM avec les différents événements, mémoire, garbage collector, écriture. Donc au-delà de cette fonctionnalité, c'était ce qui est important. C'était surtout que Oracle, c'était une fonctionnalité qui était payante dans l'Oracle JDK. C'est-à-dire que dans l'Oracle JDK, vous pouvez, jusqu'à présent, vous avez Oracle JDK, vous avez cette fonctionnalité, mais c'était une fonctionnalité qui était payante, c'est-à-dire qu'il fallait avoir la licence pour pouvoir l'utiliser. Donc là, ce qu'ils ont fait, pour pouvoir faire rapprocher l'OpenJDK et l'Oracle JDK, ils l'ont donné à la communauté. Donc ça veut dire que cet outil-là, il est disponible dans l'OpenJDK et tout le monde peut l'utiliser sans licence. Voilà. Ensuite, bon, après il y avait d'autres aspects qu'on pouvait avoir. Ça c'est le côté plus anecdotique de pouvoir dire, je peux faire des programmes, des shells, mais arrêter au lieu de faire mon shell, de faire en sorte que ça soit du Java. Alors logiquement, j'avais un exemple, hop, je suis pas là où il faut forcément. Alors hop, et oui forcément j'ai fermé, j'ai redémarré. Hop, voilà. Maintenant. Voilà. Donc je suis ici et voilà, j'ai par exemple, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle helloscript.js. Si je l'édite, voilà, si je regarde le contenu, bah, c'est ni plus ni moins qu'une simple classe Java avec un main et du code où je fais un system out qui est associé. Et ce qui est intéressant, la particularité, c'est que c'est la première ligne. On retrouve le Sheban
Le fameux Shebang où d'habitude on met un slash bin SAS ou pour être générique ou un bin bash si vous voulez être plus précis. Ben là en réalité vous dites ben, j'indique que c'est mon JDK, mon Java. Et donc là j'écris le code et je peux l'exécuter. Ah, donc là, alors pour être bien montré, je reprends mon script, on précise jug, j'ai juste à enregistrer, je relance le script, tatin. Donc là encore, ça peut être un élément qui peut être intéressant pour dire, ben, tiens, je vais tester, ou certains scripts où quand on commence à faire du bash un peu compliqué, etc. De dire, mais finalement, si j'ai un JDK, pourquoi je peux pas utiliser le JDK associé? Ouais. Non. C'est juste. Alors, non. Alors, pour répondre à la question, c'était de savoir est-ce qu'il faut exactement la version ici? Non, c'est juste que moi j'en ai plusieurs. Donc, si j'en avais qu'un seul, ouais. Si j'avais qu'un seul, j'aurais pu dire un USR Java, bin Java, et ça aurait suffi. Sauf que généralement, moi j'ai plusieurs JDK sur ma machine. Donc, je précise toujours le JDK que je veux. Mais potentiellement, on pourrait dire je fais un USR bin Java puisque j'ai des alternatives pour le faire pointer et c'est largement suffisant. Oui. Alors, ça c'est la restriction pour l'instant, c'est qu'on ne tire pas de dépendance. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est ce qui est inclus dans le JDK. Mais par exemple, étant donné qu'on vient de voir qu'on avait un client web qui est à l'intérieur du JDK, bah, c'est-à-dire que vous avez un client moderne qui vous permet de faire du web et qui peut faire des requêtes et des aspects intéressants d'office sans avoir de dépendance. Oui, il y a une question devant. Ah, c'était la même question. D'accord. Alors, voilà. C'est bon notre question? Allez. Oui. Oui, d'accord. Oui. Autre point, donc voilà le client, justement le client standard. Alors pas taper de code, mais pour le montrer, on avait l'habitude avant, sans dépendance, de dire je fais new URL et puis après je fais un open stream, je m'amuse avec le stream qui est associé. Et là, ce qui est fourni, c'est quand même un petit peu plus moderne en disant je récupère un nouveau client, je fais mon builder, dans la request je fais un nouveau builder qui va faire un get, je précise l'URI. Je peux préciser les headers, on voit bien hein, le pattern assez moderne et fluent qu'on peut être associé. Et finalement, je fais un client.send, ma request, et pour avoir la réponse. Donc on voit bien les années d'écart entre la première version et la seconde version. Et ça, vous l'avez d'office, de base, dans le JDK, à partir du 11. J'ai pas essayé, il faudrait regarder. Mais ça doit être, je pense que ça doit être possible. Et il supporte le HTTP2. Il est déjà prêt pour du HTTP2. Flyer Recorder, on a montré les sources. Le point que j'ai marqué TLS, alors au-delà de la sécurité, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est pour indiquer qu'au niveau en août 2018, il y a eu la version TLS 1.3 qui est sortie, donc c'est la dernière version au niveau sécurité sur les certificats, donc dans les sites, si vous voulez être au top, c'est TLS 1.3. L'annonce a été faite en août 2018, et donc là, l'incorporation de TLS 1.3 dans le JDK, c'est dans le Java 11, c'est septembre 2018. Donc ça veut dire que potentiellement, alors, c'est pas en un mois qu'ils ont tout développé, mais ça veut dire que c'est sorti en août, en septembre, on avait déjà une version de JDK qui était capable de supporter le TLS, de faire du TLS, de communiquer avec dessus. On n'avait pas besoin d'attendre des 2-3 ans avant de dire ah non, il faut rester sur des vieux protocoles, etc. Donc c'est un des avantages qu'on peut avoir par rapport au calendrier de sortie. Voilà. Après, il y a d'autres GC. Alors après, c'est un point qu'on va retrouver au niveau de
de Java, c'est que on a plusieurs GC et il n'y aura jamais un et un seul GC qui interviendra dans le JDK. Pour la simple raison, c'est qu'en réalité, chaque garbage collector a une problématique particulière, a des avantages et des inconvénients. Et donc en réalité, chacun va avoir une efficacité pour une certaine topologie ou une certaine logique, en disant est-ce que je veux pas avoir de coupure ou est-ce que je veux pouvoir avoir beaucoup d'allocations. Et donc chaque fois, il y a des garbage collectors, c'est pour ça qu'on peut se retrouver à en avoir plusieurs dans le JDK. Donc après, qui correspond à atteindre. Après, ça dépend si vous avez besoin. Vous avez le classique par défaut qui fonctionne bien, mais si vous avez des contraintes, ben, ça peut être des contraintes particulières. Ça peut être intéressant de regarder les autres qui sont disponibles. Voilà. Alors, après là, on était sur le côté en disant tout content et nouvelle version, nouvelle fonctionnalité qu'on peut avoir. Et là, j'en ai fait que quelques-unes. On pourrait passer encore plusieurs heures ensemble à tester. Mais la question, c'est que les nouvelles versions amènent aussi des suppressions. Et parmi les éléments qu'on va avoir, c'est la suppression du module JavaFX. Alors, là encore, on se dit, mais on ne peut plus faire de JavaFX. Si. Sauf que alors, JavaFX, il y a une communauté qui s'est ouverte, c'est OpenFX, sur le même principe qu'OpenJDK. Et après, il faut savoir que c'était une spécificité d'Oracle JDK d'avoir le support inclus de JavaFX. Pour des raisons pour pouvoir s'aligner avec l'OpenJDK, ben, ils ont indiqué, on le supprime, pour dire que c'est pas dans le JDK. Les personnes qui veulent faire du JavaFX, ils ont les projets, les librairies, la procédure pour pouvoir l'installer. Mais on l'a plus d'office. Donc, quels que soient les JDK. Donc là, vous avez le site avec OpenGFX, le remplaçant de Swing. Autre élément, suppression du module déploiement. Alors, module déploiement, c'est un peu particulier, mais c'est le nom tel que c'est la catégorie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'applet et qu'il n'y a plus de Java Web Start. Donc ça, c'est plus inclus, là encore, sur le JDK. Donc là, par contre, c'est des points à avoir, surtout si c'est inclus dans vos modes de déploiement. Donc là, c'est complètement supprimé. On n'est plus dans du précis, on est bien dans des parties supprimées. Hein. On a les modules Java E qui sont supprimés. C'est-à-dire que si je reprends le schéma tout à l'heure, tout ce qui était Java E, ben, ils ont disparu. Ils ont disparu, ils ne sont plus inclus dans le JDK. Alors après, à la lumière de ce qu'on a dit à l'introduction, avec l'histoire de renommage de JavaX, des modules JavaX en Jakarta, ben, c'est un élément qu'on peut parfaitement comprendre, le fait qu'on ne veut pas le voir dans le JDK. Alors après, on peut se dire, même si on l'a pu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça concerne quoi? Ça concerne l'activation, Corba, les transactions. Donc le XML qu'on peut être associé. Donc ça, hop, j'ai pas indiqué. Bon, j'ai pas indiqué là. J'ai dû indiquer ailleurs. Alors sur ces modules-là, qu'on va retrouver, c'est des modules qui sont effectivement supprimés en disant au niveau du JDK, mais par contre on a des librairies, ils ont été extraits dans les librairies pour que si vous en avez besoin, vous puissiez les utiliser. Donc c'est juste que le point, c'est que c'est plus fourni de base. Donc on a notamment la partie le JAXB avec du Comson. Là, je suis sûr qu'il y a du Comson dedans. Qui sont voilà. Donc ça c'est un point. Alors ça c'est le côté classique, c'est sur JAXB qu'il faut faire attention parce que c'est potentiellement celui-là qui a sur tout ce qui existe qui a plus d'impact, puisqu'on peut dire ben, dès que je vais faire manipuler le XML, je vais l'avoir. Oui. Oui. Voilà. Alors si je vous retrouve la diapo, normalement j'ai fait une diapo de correspondance. Alors sur tout ce qui est supprimé, il y a une correspondance. C'est-à-dire que sur cette liste-là, sur chaque item qui sont supprimés, en réalité il y a un artefact qui existe dans Maven pour pouvoir le remplacer. C'est le code du JDK qu'ils ont écrit, qu'ils ont mis un artefact particulier. Sauf pour Corba. Voilà. Mais alors, après, il y a peu de personnes qui font du Corba en autonome. Et vu que c'est plus trop usité,
Et si vous avez fait encore, ben, quand le serveur d'application, ben, c'est le serveur d'application qui contiendra son implémentation. Ben, si je prends Glassfish ou les équivalents, ils ont leur propre implémentation. Ou sinon, après, il y a des projets qui savent faire ça. Très bien. En tout cas, c'est bien inclus. Pardon? Alors, ça, c'est Oracle. C'est là? C'est Oracle qui a publié. Et vu que c'est des modules Java EE, ben, logiquement, ça va être dans la communauté, ça va être repris, ça doit être pouvoir transférer. Mais ça veut dire que, ouais, que malgré cela, il va rester des JavaX dans Java. Hein, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ok, alors, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir que vis-à-vis de ce travail, ça a permis de réduire la taille du JDK, puisqu'effectivement, au fil des années, on faisait que rajouter. Et on voyait que qu'on commençait à avoir sur de 8, du 9, à avoir de l'embonpoint, qu'on continuait à prendre de l'embonpoint, et que bah, effectivement, on se retrouve à avoir un niveau plus raisonnable. Et dire, bah, si je fais mon application qui fait 1 méga, mais que je suis obligé d'avoir 2 gigas pour déposer mon... C'était un petit peu dommage. Donc on rentre, là encore, ça reste sur une logique de pouvoir, d'une taille maîtrisée du JDK. Alors, maintenant, donc ça c'est ce qu'on a fait, les bonnes nouvelles, les mauvaises. On va avoir des pistes à voir sur les migrations. Alors, on va voir si on est prêt pour les migrations. Ouais, potentiellement pour migration ou si on veut faire nouveau projet. Alors, premier point qu'on va intervenir, c'est déjà penser à mettre à jour vos outils. Derrière les outils, c'est dire est-ce que j'ai mon poste de développement qui est à jour. Donc, sur du Eclipse, si je prends, c'est du 4.9 qu'on va voir. Alors, le 4.9, c'était en septembre. Eclipse, c'est ajusté par rapport au changement de cadence, où avant on avait une version d'Eclipse par an, ils sont par trimestre je crois maintenant. Hein. Semestre. Oui mais il y en avait une en décembre. Non mais il y a trimestre, puisqu'il y en avait une en décembre. Ouais c'est ça, c'est septembre. Ils sont passés en trimestre. Donc c'est-à-dire que tous les trimestres, il y a une nouvelle version qui sort. Donc naturellement avec des améliorations. Donc ce qui permet là encore d'avoir un environnement de développement qui soit adapté. Donc après j'ai mis une version IntelliJ, NetBeans. Ça c'était pour Laurent. Qui existe. Bon, pour les principaux. Oups. Sur les outils de construction, on va avoir minimum sur Gradle ou Maven. Alors je parle des deux principaux. Sur les versions correspondantes. Alors alors je connais beaucoup plus Maven. Pour Maven, c'est notamment les 3 plugins qui sont importants, puisque c'est le plugin qui va faire la compilation qui lui doit être à jour. C'est-à-dire que Maven, lui, il n'a pas forcément besoin, il fonctionne très bien en Java 11. Il peut compiler, c'est surtout le plugin de compilation qui doit être à jour. Donc il faut un minimum 3.8. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas du 3.5, c'est bien la version du plugin qui va compter. Ok, donc ça c'était par rapport aux outils. Après, l'autre point, c'est qu'il va falloir maîtriser aussi les librairies et la gestion de dépendance. Donc là, ça revient, comme toujours, sur les projets. Au cours de développement, on tire des dépendances et qu'il faut veiller à s'assurer que des dépendances, ce qu'on tire, et que sur les dépendances qu'on tire, qu'on va avoir des librairies qui sont compatibles avec Java 11. Donc vérifier les dépendances par rapport à la compatibilité au niveau de Java 11. Alors il y a certaines librairies qui précisent clairement. Et après, il faut avoir une vérification particulière pour les librairies de manipulation de bytecode. Donc c'est tout ce qui permet de générer du code à la volée. Donc je prends par exemple au niveau d'Hibernate qui va permettre de générer des classes et autres par rapport aux requêtes. Ben ça c'est que si j'augmente version de JDK, ben forcément il faut que ces composants-là soient à jour. Et donc c'est-à-dire que si je prends l'exemple,
Voilà, si je prends donc par exemple Hibernate utilise un Java Assist. Donc si j'utilise la version d'Hibernate, en réalité c'est que c'est pas Hibernate qui va pas être à jour, c'est que c'est le Java Assist qui va pas être compatible avec le Java 11 parce que c'est lui qui manipule le binaire. Donc en réalité c'est sur cette dépendance là de la Java Assist qu'on peut le faire. Donc je pourrais rentrer sur un point en disant voilà, je prends, alors j'ai cité tout à l'heure la partie avec Hibernate. Si je prends cette version d'Hibernate 5.2, au niveau site officiel, c'est pas indiqué comme version qui supporte Java 11. Mais si j'indique en réalité pour Java 6, je veux que ce soit cette version-là qui soit utilisée, qui correspond à la version que je vais dire compatible Java 11, votre application va fonctionner. D'accord? Donc c'était pour vous illustrer que le nerf, entre guillemets, le nerf de la guerre, c'est sur les librairies de bytecode, c'est elle qui pose le plus de problèmes par rapport à la compatibilité. Autre exemple, tout à l'heure je vous disais, si vous faites du Maven, il faut le plugin 3.8. Mais en réalité, si vous faites le 3.7, ça fonctionnerait très bien. C'est juste qu'il faut dire, je fais le 3.7 et j'indique que j'utilise la librairie ASM, qui est utilisée pour générer le code, en 7.0. Après, naturellement, on va pas s'amuser à faire sur l'ensemble des librairies qu'on peut avoir. On va dire, on va faire du 3.8. Mais au moins, ça peut permettre, par rapport aux dépendances, de déterminer quelles sont potentiellement les librairies qui peuvent poser plus facilement de problèmes. Ensuite, on va avoir des librairies qui sont incompatibles et qui resteront toujours incompatibles. Donc là, j'en ai cité deux. Si on prend, alors faites attention, peut-être pas le tourner, Log4j1. Si vous faites un Log4j1 ou si vous utilisez Convertura, c'est des projets qui sont morts, qui sont arrêtés. Ouais. Log4j, ça fait super longtemps qu'ils sont passés en version 2, je ne me rappelle plus. Il y en a qui se rappellent quand c'est qu'il a sorti la version 2 ? Ouais, ça fait déjà quelques années. Et ils ont annoncé, à une fois que c'était bien mature, que c'était bien ok, ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était sortie, ils ont dit, on a terminé, on ne fait plus rien sur la version. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est basculer sur la 2. Donc de ce point de vue-là, ne cherchez pas, Log4j1 ne fonctionnera pas sur Java 11. Il n'y aura pas de version à avoir dessus. Vous pouvez voir la communauté, ils vont dire, ben non, c'était fait. Seul fait non recevoir, ça sera passé sur le Log4j2. Covertura, pareil, c'est un projet qui est malheureusement mort. Et donc sur ces projets morts, ben, effectivement, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y a pas de rectification. À moins que vous voulez relancer le projet à vous tout seul, mais plutôt changer sur des alternatives. Donc là encore, c'est par rapport à la maîtrise, hein. La maîtrise des dépendances et la dette technique qu'on peut avoir. Que fait-on avec les modules Java E? Alors voilà, ah ben ça là, on va voir mon tableau. Le symptôme, donc ça c'est par exemple, typiquement je ne retrouve pas, je fais des manipulations XML et je ne trouve pas le XML root élément. Donc en réalité, voilà, vous l'avez comme ça. C'était bien le tableau avec à gauche l'ensemble des specs, l'ensemble des packages qui sont supprimés, et à droite le groupe Maven, le groupe ID correspondant qui est associé. Et donc là, c'est ce que vous pouvez le retrouver sur Maven central. Donc vous avez toutes les correspondances et ce que j'ai dit, ce Corba, il n'y a pas d'équivalence. Et après, il faut une implémentation Corba. Utilisation des anciennes classes. Ben, c'est simple comme tout, mais il faut quand même le dire. Ben, si on prend des anciennes classes qui sont plus, ben, il faut prendre les nouvelles. Donc par rapport à ça, généralement, quand il y a des suppressions ou autres, ils indiquent. Alors si vous utilisez encore le Sunmisk base 64, ben, ça fait des lustres qu'il y a la classe officielle qui est apparue. Je crois que c'est dans le JDK 8. Donc elle n'existe plus, donc il faut tout simplement basculer sur la nouvelle. Pareil, il y a des méthodes qui sont supprimées de ce côté-là, mais donc après c'est ce qui arrive, tout changement au niveau des classes, et généralement vous devez avoir des alertes derrière. Point connu qu'on peut avoir sur Java 9, c'est qu'au niveau de Java 9, par rapport à la gestion des modules, ils ont introduit un nouveau class loader. Et ce class loader là
n'a plus d'héritage avec l'URL class loader. Et donc ce qui peut poser des soucis, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à avoir des symptômes de ce style, c'est-à-dire qu'en réalité vous vous retrouvez, vous ne pouvez plus caster le class loader Java avec l'URL class loader. Voilà. Donc la solution, c'est soit vous utilisez que les nouvelles classes, vous ne faites pas les anciens, ou si vous voulez rechercher sur... Parce qu'il y a certains qui recherchaient pour rechercher des fichiers dans ClassPath, ils recherchaient l'URL ClassPath pour rechercher les fichiers à l'intérieur. Ben ça, techniquement, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus et qui sont source de problème. Donc soit vous passez par la propriété pour avoir le chemin et vous faites votre tri au niveau fichier, soit vous passez par des nouvelles classes Java 9. Mais si votre code, il faudra forcément le modifier. Problème après sur les aspects d'accès illégal d'API interne. Donc sur les donc c'est-à-dire que votre code utilise des API qui ne devraient pas avoir accès. Donc à ce moment-là, il y a des attributs, des options au niveau d'AJVM qu'on peut préciser. Alors logiquement, dans votre programme, vous ne devrez pas l'avoir et c'est plus par rapport à vos librairies. Et là encore, plus vos librairies seront à jour par rapport à Java 11 ou au moins Java 9, ça permettra d'éviter ce souci. Les outils qui peuvent vous aider, il y a JDEP et l'équivalent en plugin Maven qui va vous donner, qui va vous indiquer quelles sont les parties de votre code ou les librairies que vous utilisez qui utilisent des classes qui ne devraient pas être utilisées. Donc, pensez à regarder sur cet outil-là. Ça peut vous aider pour pouvoir vérifier que sur le mode de fonctionnement, sur les applications, on peut avoir. Après, ça peut arriver. Ouais, c'est quasiment qui peut arriver. Moi, je prends sur des projets récents où j'ai fait tester avec l'outil. J'avais pas eu de soucis ou d'éléments remontés par rapport à ces outils. Donc, c'est plutôt si vous faites des migrations d'un vieux projet où on avait beaucoup plus l'habitude de le faire avant. Voilà. En conclusion, par rapport à ça, c'est notamment à retenir, c'est l'OpenJDK par défaut. Donc la logique, c'est d'avoir l'OpenJDK et sur lui, après on choisit l'éditeur qu'on veut. On choisit son calendrier. Vous choisissez la pilule bleue, la pilule rouge, comme vous souhaitez. Le ClassPath n'est pas mort. Donc si vous voulez vous intéresser au module, oui, mais vous avez encore des années d'utilisation de ClassPath. Donc si vous n'avez pas une problématique forte dans l'encapsulation, ne vous jetez pas dedans. Profitez des nouveautés, puisque c'est quand même l'intérêt aussi d'avoir des nouvelles versions, c'est de pouvoir profiter des nouveaux usages et des nouvelles fonctionnalités. Et pour les modules supprimés, ben en réalité c'est beaucoup de bruit là encore quand ça a été annoncé, mais en réalité on voit qu'il y a des équivalences et que c'est juste des spectres qui changent. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Quand c'est qu'on mange? Bon, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite tout le monde.